bonjour à tous. Eh bien, après ce voyage dans l'univers extrêmement chaud avec Anne Lemierre, je vais vous emmener au contraire dans l'univers très froid. Alors j'espère que vous êtes bien couverts parce qu'on va approcher des températures proches du zéro absolu. Je vous préviens tout de suite. Et donc nous allons partir en voyage dans cet univers froid et j'espère pouvoir vous montrer à quel point c'est important de l'étudier parce que c'est lui qui détient les secrets de notre origine et peut-être une partie du secret de l'origine de la vie. Donc d'abord, la lumière infrarouge et radio, donc ça va être notre outil pour explorer cet univers froid. Je vous ai remis ici le spectre électromagnétique dont vous a parlé Anne. Alors, pour compliquer un petit peu les choses, j'ai inversé l'ordre, donc voilà, c'est pour voir ceux qui suivent. Donc la lumière, cette fois les hautes énergies sont à gauche, vous voyez les rayons gamma et X, et le visible, l'infrarouge et les ondes radio sont à droite de l'écran. C'est donc tout ce qui se passe à plus basse énergie que ce à quoi notre œil est sensible. En fait, ce sont des ondes que vous connaissez bien puisque la plupart de nos appareils électriques émettent dans ce domaine, en particulier vos téléphones, votre four à micro-ondes, votre radio. L'infrarouge aussi, vous connaissez peut-être les caméras infrarouges qui permettent de voir la nuit. Je vais m'intéresser plus particulièrement à ce domaine qui correspond à l'émission des corps de l'univers qui sont plus froids que les étoiles. En fait, tout ce qui est inférieur à peu près 1000 degrés va rayonner naturellement dans ce domaine. Et même le fond cosmologique dont nous a parlé Hervé, qui a 3 Kelvin, donc 3 degrés au-dessus du zéro absolu, rayonne dans le domaine des micro-ondes. Un gros intérêt de l'infrarouge, c'est donc que ça nous permet de voir l'invisible. Et en plus, ça nous permet de voir à travers certains matériaux. Donc ici, vous avez l'exemple d'un homme dont le bras est couvert d'un sac en plastique. Évidemment, à gauche, dans le visible, on ne voit rien. Dans l'infrarouge, vous voyez que le sac est devenu complètement transparent. On voit le bras aussi bien que le reste du corps. Et dans l'espace, c'est un peu pareil. À gauche, une image que beaucoup d'entre vous ont dû voir, prise par Hubble, les fameux piliers de la création. Vous voyez que ces piliers apparaissent en noir sur un fond brillant. Pourquoi en noir? Pourquoi en silhouette? Parce que ce sont les poussières interstellaires qui absorbent le rayonnement visible et qui nous empêchent de voir ce qui se passe à l'intérieur de ces piliers. Quand on passe dans l'infrarouge, vous voyez que les piliers, cette fois, sont devenus transparents et nous voyons leur rayonnement propre. Nous pouvons maintenant commencer à sonder ce qui se passe à l'intérieur. Un petit problème, par contre, pour l'infrarouge, c'est que notre atmosphère terrestre absorbe ce rayonnement. Les molécules de l'atmosphère l'absorbent très efficacement. C'est justement ce qu'on appelle l'effet de serre, dont on parle de plus en plus. C'est ça qui empêche la Terre de se refroidir. Et donc, pour arriver à cartographier l'univers, et en particulier notre galaxie dans l'infrarouge, il faut partir dans des satellites. Donc, Planck, dont nous a parlé Hervé, et aussi Herschel, je vais vous montrer ce que ça donne quand nous observons notre galaxie avec ces satellites. Donc, dans le visible, c'est la Voie lactée telle que vous la connaissez. Vous l'avez déjà vue avec Anne. Les soirs d'été, quand le ciel est dégagé, vous voyez ces étoiles sur un fond noir. Vous voyez même des zones au centre qui ont l'air complètement vides d'étoiles. Et en fait, ce n'est qu'une illusion. Quand vous regardez à 600 microns dans l'infrarouge lointain, avec par exemple le satellite Planck, toutes ces zones qui vous paraissaient complètement sombres sont en fait brillantes. Elles sont pleines de poussière, très froides, qui rayonnent dans ce domaine de longueur d'onde. Et tout ce matériau très froid représente la matrice où se forment les étoiles. C'est de là que notre Soleil, notre système solaire et nous-mêmes provenons. Donc c'est extrêmement important de l'étudier. C'est un milieu qui est relativement peu connu, diffus, mais pourtant, par le biais de l'infrarouge et du domaine radio, nous pouvons aller sonder sa texture et comprendre comment se forment les étoiles. Donc, je vais zoomer maintenant dans une zone que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Orion, le nuage d'Orion, situé dans la constellation d'Orion. Une zone de formation d'étoiles très active. Dans le visible, une zone que vous avez peut-être déjà vue en photo aussi, qui s'appelle la nébuleuse de la tête de cheval. Alors, vous la voyez en bas à droite de l'écran, en silhouette aussi. Vous voyez aussi une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse de la flamme, avec cette forme de trident. Et en fait, dans le visible,
on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à part ces étoiles bleues et ces piliers de poussière. Avec le satellite Herschel, on va pouvoir regarder en détail la structure de ce nuage. Ça change beaucoup de choses. Toutes ces couleurs ici, en fait, traduisent la température des poussières. Ce qui est bleu est plus chaud, ce qui est rouge est plus froid. Et qu'est-ce qu'on a découvert avec Herschel? Que les nuages étaient structurés sous forme de filaments. Vous voyez des filaments dans tous les sens. Que ces filaments avaient à peu près tous la même taille, le même diamètre, pour une raison qui n'est pas encore tout à fait éclaircie. Et ce que nous avons vu aussi, c'est que les étoiles se formaient uniquement dans les filaments les plus froids. Donc tous les filaments rouges et orangés que vous voyez à gauche de l'écran, dans ces filaments, nous avons pu identifier des proto-étoiles, comme des perles le long d'un collier. Donc les étoiles se forment dans ces nuages, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Et c'est un sujet de recherche très important de comprendre comment ces filaments se forment et pourquoi certains donnent naissance aux étoiles et pas d'autres. Maintenant, nous allons essayer de comprendre plus précisément comment se forme une étoile au centre d'un de ces filaments. Pour ça, il nous faut arriver à observer des détails beaucoup plus fins. Et vous savez peut-être qu'en astronomie, plus vous voulez voir des détails fins, plus il faut un gros télescope. Alors évidemment, on ne peut plus l'envoyer dans l'espace. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une technique qui s'appelle l'interférométrie au sol. On combine plusieurs antennes que l'on fait communiquer entre elles, on fait interférer leurs faisceaux lumineux, et on arrive comme ça à reconstituer le pouvoir de résolution d'un télescope énorme de la taille de la séparation entre les antennes. Donc un des premiers instruments de ce type, c'est l'interféromètre radio du plateau de Bure qui s'appelle maintenant NOEMA, dans les Alpes françaises, qui, avec sa taille actuelle, atteint une résolution proche de celle de Hubble. Et le plus récent, le dernier né de cette génération d'instruments, c'est ALMA, au Chili, dont vous avez peut-être entendu parler. Un réseau de 60 antennes à 5000 mètres d'altitude sur le plateau de l'Atacama, un lieu très sec qui permet de ne pas être trop gêné par l'atmosphère. Donc, on n'est plus dans l'infrarouge parce que là, on n'arriverait quand même pas à voir à travers. On se met dans le domaine des micro-ondes. Et avec ça, on arrive à une résolution presque 10 fois celle de Hubble. Que voit-on dans les proto-étoiles? Alors, une proto-étoile, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un morceau de nuage, un morceau de filament, tellement froid, tellement dense que la gravité va finir par prendre le dessus et la matière va s'effondrer sur elle-même. Il se forme un embryon d'étoile au centre, la masse à peu près de Jupiter, et le reste de la matière essaye de tomber dessus. En fait, ce n'est pas si simple. Il y a une partie de la matière qui repart. C'est ce que vous voyez ici dans cette image. C'est d'ailleurs la première manifestation des proto-étoiles. En général, j'appelle ça leur cri de naissance. Vous voyez des ondes de choc qui partent des deux côtés, le long d'un axe. Et ce sont comme des hoquets, des renvois, un peu comme les bébés humains. Les bébés étoiles n'arrivent pas à tout ingurgiter d'un coup. Il faut que ça ressorte à un moment donné. Et au centre, que se passe-t-il? Grâce à ALMA, nous pouvons sonder cette partie centrale. Vous voyez qu'elle reste complètement invisible à 2 microns dans l'infrarouge proche. Il y a tellement de matière en train de tomber sur la proto-étoile que même dans l'infrarouge, on n'arrive pas à voir à travers. Dans le domaine radio, on arrive à voir un disque de matière. Vous voyez qu'il y a une forme de hamburger ici. C'est de la matière en train de tomber, mais qui est en train de tourner aussi. Et à cause de la force centrifuge, cette matière n'arrive plus à tomber sur l'étoile, elle reste en orbite. Mais du coup, comment former une étoile? Alors, si cette matière n'arrive pas à tomber, c'est un des grands problèmes qu'on se pose actuellement dans la recherche sur la formation stellaire. Et on pense que ce sont justement ces éjections, ces hoquets, ces renvois de matière qui aident l'étoile à ingurgiter la masse qu'il lui faut. Une fois que l'étoile a réussi à atteindre sa masse finale, on va dire qu'elle est adolescente, l'infrarouge et le domaine radio nous servent encore, cette fois pour étudier la formation des planètes autour de l'étoile. Parce qu'en fait, ce disque de matière ne se dissipe pas tout de suite. Il reste là pendant des millions d'années. Et avec ALMA, nous arrivons à une telle résolution que nous arrivons à voir les zones où se forment les planètes. Donc voici cette image. En bleu, c'est le gaz. Vous voyez, on dirait une mini-galaxie en fait, mais c'est juste le disque qui est en train de petit à petit se dissiper autour de l'étoile. Et au centre en orange, c'est la poussière,
qui s'est rassemblé au centre. Alors c'est un peu comme les moutons, si vous ne faites pas le ménage sous votre lit, au bout d'un moment ça grossit, ça grossit. Ben là c'est pareil, autour d'une étoile, la poussière se sédimente et petit à petit s'agglomère en plus gros grains. Et l'image la plus belle et la plus haute résolution que nous ayons obtenue à ce jour d'un de ces disques de poussière protoplanétaire, c'est celle d'Achelto, que vous avez peut-être déjà vue, qui nous montre des sillons à l'intérieur du disque. Alors ces sillons ont fait couler beaucoup d'encre, on s'est beaucoup demandé est-ce que c'était vraiment une signature de formation de planètes. Plein d'autres hypothèses ont été explorées, testées, mais finalement maintenant nous sommes convaincus que c'est effectivement de la formation de planètes dans le disque. Et en fait, chaque planète fait le ménage sur son orbite comme un balai. Au fur et à mesure qu'elle tourne autour de l'étoile, elle ramasse toute la poussière qui traîne pour l'accumuler et grossir. Donc vous voyez qu'ici, il y aurait plusieurs planètes en formation dans ce disque. Et depuis, d'autres disques ont été observés autour d'autres étoiles en formation. Et vous voyez que tous, ils ont des structures, soit en anneaux, soit en spirale, dont nous pensons que la plupart signalent aussi la formation de planètes en cours. La troisième chose pour laquelle l'infrarouge et la radio sont utilisés, c'est pour comprendre la composition du gaz interstellaire. Tout ça, vous allez voir, c'est peut-être relié à l'origine de la vie, donc c'est un sujet très important. En fait, le gaz est tellement froid qu'il est sous forme moléculaire. Et ici, je vous ai représenté la molécule d'eau. Donc un oxygène en rouge, 2 hydrogènes en blanc. Ces molécules tournent sur elles-mêmes et par ce mouvement de rotation, elles émettent une radiofréquence bien particulière ou plusieurs radiofréquences. Donc c'est un peu comme une station de radio. Quand vous avez votre tuner de radio, si vous le réglez à une certaine fréquence, vous allez recevoir France Inter, une autre, ça va être France Culture. Bon, ben là, on fait pareil. On analyse l'intensité en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence et on arrive à capter le signal de toutes les molécules qui sont présentes dans le gaz. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'émissions différentes. C'est aussi occupé que la bande FM de votre radio. Et en analysant petit à petit toutes les composantes de ce spectre, on peut arriver à décomposer la composition moléculaire du gaz. Donc, par exemple, ici en bleu, je vous indique les signatures, les stations de radio où la molécule d'eau émet. Et la grande surprise que nous avons eue, c'est que non seulement il y a des molécules simples comme l'eau, mais aussi des molécules beaucoup plus complexes, avec 2, 3, plus encore atomes de carbone, d'azote, d'oxygène. Ici, à gauche, c'est le méthanol. Et nous n'attendions pas une telle diversité, franchement. L'explication, c'est que les molécules se forment dans le milieu interstellaire sur les grains de poussière. Ces grains de poussière étant givrés, c'est comme un glaçon, quand vous le sortez du frigo, vous avez remarqué peut-être qu'il colle au doigt. Mais là, c'est pareil. Les grains de poussière givrés, les atomes se collent sur les grains de poussière, ils réagissent entre eux pour former des molécules beaucoup plus complexes que ce qui pourrait se passer dans la phase gazeuse. Et la grande découverte aussi de ces dernières années, c'est que ces molécules survivent à la formation des disques. En fait, on les observe dans les disques protoplanétaires. Dès que les grains de poussière se subliment, qui se réchauffent, on observe toujours ces mêmes molécules. On observe tout un cocktail d'alcool, de sucre et même des précurseurs de l'ARN. Ce sont en fait des molécules très semblables à celles qu'on voit dans le dégazage des comètes quand elles tombent sur le Soleil. Donc c'est un cocktail interstellaire qui semble assez naturel, assez universel dans beaucoup de systèmes différents. Donc ça nous amène à la question de l'origine de la vie. Alors à droite, la théorie qui prévalait jusqu'à maintenant, que vous connaissez tous bien sûr, qui serait que la vie est apparue sur Terre suite à un vaisseau extraterrestre qui s'est posé sur Terre d'une entreprise de traitement de déchets biomédicaux qui tenait la corde quand même assez récemment. Bon, maintenant, suite aux observations d'ALMA, on penche plutôt vers une autre hypothèse qui serait que la vie, en tout cas les briques de base de la vie, auraient été apportées sur Terre par justement la chute de ces comètes et astéroïdes enrichis par le matériau interstellaire. Et effectivement, la vie est apparue peu de temps après cette phase de gros bombardement de la Terre. Donc si c'est le cas,
comme nous voyons ces molécules un peu partout dans les systèmes planétaires de la galaxie, l'apparition de la vie serait quand même quelque chose d'assez probable et peut-être d'assez fréquent. La Terre ne serait pas un cas exceptionnel. Je vous remercie.